André Berkov, bonjour. Bonjour Armand. On va pas faire semblant, on va se tutoyer directement. On se connaît quand même un peu. Certes. Vous êtes journaliste, vous faites un carton plein sur Sud Radio, vous avez votre propre émission. On y reviendra un peu plus tard. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter comme le veut la tradition de l'émission? Écoutez, je suis d'abord écrivain, journaliste, animateur, mais surtout j'aime la vie, j'aime la curiosité, j'aime comprendre et décrire le monde qui nous entoure, le monde où je vis, et surtout essayer de transmettre. Essayer de transmettre clairement ce qui se passe, essayer de faire progresser les choses sans illusion, mais avec opiniâtreté. Ne pas, enfin pour moi la chose la plus importante, c'est vraiment, je le dis, je le répète dans mes émissions, c'est d'avoir question à tout. Personne n'a réponse à tout, mais d'avoir question à tout, ça me paraît la plus élémentaire des démarches. Journaliste, vous l'êtes depuis des années. Journaliste, je suis, ça m'a rajeuni ça. Je le suis depuis 60 ans. Et vous avez commencé au Liban. Et j'ai commencé au Liban dans les années 60. J'étais à ce merveilleux journal quotidien français, enfin francophone, qui s'appelait L'Orient, qui est devenu L'Orient le jour. Et ça m'a vraiment formé parce que, vous savez, le Liban, de cette époque, on parlait de la Suisse du Moyen-Orient, mais on parlait surtout de la triple culture française, arabe, anglaise, américaine plutôt. Et donc, j'ai vécu dans ce pluriculturalisme et cette multipolarité qui était déjà là et qui malheureusement s'est transformée en drame un peu plus tard, mais c'est un autre problème. Mais donc, j'ai vécu fabuleusement, vraiment, mes 20 à 25 ans au Liban. Et après, je suis parti pas du tout pour des raisons politiques, pas du tout pour des raisons de guerre. Je suis parti parce que, c'était Paris, j'avais envie d'être à Paris, j'avais envie de continuer là, puisque nous étions vraiment l'Express, l'Observateur, ces journaux-là, et j'ai été très heureux. Un an après, j'étais rentré à l'Express, et c'est vrai que pour moi, à l'époque, hein, je parle pas d'Express d'aujourd'hui, je parle d'Express d'il y a 50 ans, c'était formidable de curiosité, d'esprit critique et de talent. Alors le Liban, on va y revenir, mais tout d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi cette envie d'aller vers le journalisme. Alors, je vais vous dire, cette envie, je ne sais même pas si j'ai eu le choix, ou vocation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je vais vous dire, j'avais 14-15 ans. Mon père était petit fonctionnaire, ma mère femme au foyer. Et je me suis dit, je ne serai jamais ni riche, ni rien, mais il y a 3 choses qui m'intéressent dans la vie. C'est, non pas dans cet ordre, mais je les donne dans le désordre, c'était écrire, rencontrer des gens et voyager. Et je me suis dit, quel est le métier qui peut me donner ça? C'est le journalisme. Et je me rappelle très bien que mes parents m'avaient presque convaincu en disant, oui, mais attends, tu vas perdre ton temps, tu vas crever de faim, ça n'existe pas, c'est un métier saltimbanque, faut être avocat, médecin, banquier, ingénieur, etc., etc. Et je me rappelle très bien que j'entre à 19 ans à Lorient, j'écris mon premier papier sur la rentrée des classes, et mon père était au bureau, et très heureux, parce que l'Orient, si vous voulez, de l'époque, c'était le monde, de la grande époque du monde. Et je lui ai dit, t'as vu, alors on va signer mon papier. Une fois que j'avais mon nom sur le journal, j'étais fier comme Artaban. Et je l'appelle, je lui dis, t'as vu mon papier? Il me dit, mais espèce de con, t'as pas autre chose à faire, tu vas crever de faim, c'est pas un métier ça. Je lui dis, le con c'est toi, je me rappelle, on s'est engueulé, raccroché le téléphone. Mais voilà, après ça allait mieux, il a vu comment j'évoluais, donc ça allait. Mais pour vous dire à quel point, c'était même pas quelque chose qui se posait pour moi, c'était vraiment ça, qui correspondait à ce que j'avais envie de faire et ce que j'ai fait toute ma vie, enfin jusqu'ici, c'est voyager, écrire, rencontrer, jouir de la vie et aller voir le plus de pays possible, le plus de voyages possible et rencontrer les gens, quels qu'ils soient, de quelque statut qu'ils soient et de quelque milieu qu'ils soient. Alors des voyages, vous en avez fait, vous avez été d'ailleurs l'un des premiers à interviewer Donald Trump. On y reviendra, mais j'aimerais qu'on reste sur le Liban. Il y a une expression française qui s'appelle la libanisation. On parle souvent de libanisation pour décrire un peu l'état de dégradation du Liban. Justement, vous qui avez vécu là-bas, comment est-ce que vous percevez le Liban d'aujourd'hui? C'est triste, c'est très triste. C'est-à-dire, le Liban est un pays fabuleux qui vivait très bien dans son multicommunautarisme et qui en a presque crevé, mais hélas, j'espère, en tout cas je dis, j'espère qu'il n'en crèvera pas, qu'il survivra, au contraire, qu'il rebondira. J'espère de toutes mes forces, c'est quand même un pays de cœur pour moi. Parce que tous les signes positifs qu'il y avait cette communauté entre musulmans sunnites, chiites, juifs, arméniens, protestants, il y avait tout, chrétiens bien sûr, qui étaient
presque la moitié de la population. Eh bien, ça s'est effondré suite aux événements du Moyen-Orient, notamment, je dirais en 70, ça a beaucoup joué, quand Hussein de Jordanie a massacré les Palestiniens qui voulaient prendre le pouvoir, vous savez, Arafat, Septembre Noir des années 70, ils sont venus au Liban. Et là, au Liban, je me rappelle très bien qu'en 73, je suis venu, à l'époque, j'étais déjà à Paris, mais je venais très souvent, j'allais très souvent au Liban, où tous mes amis étaient là, beaucoup d'amis, la famille aussi, à l'époque, une partie de ma famille. Et je me rappelle d'avoir vu un cortège militaire palestinien avec le drapeau palestinien dans les rues de Beyrouth et venant de l'aéroport. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, effectivement, j'ai vu que dans les églises, on s'armait, dans les sous-sols des églises, etc. Et en 74-75, la guerre a éclaté, cette guerre qui a fait des centaines de milliers de morts entre chrétiens, sunnites, chiites, etc. Et ça s'est transformé. Et puis, il y a un instinct de vie extraordinaire au Liban, ça s'est calmé, puis maintenant ça revient. Et je vais vous dire, le vrai problème, c'est que le Liban, comme c'est le maillon faible, l'armée ne peut pas résister aux armées qui l'entourent et pas au Hezbollah, par exemple, à l'armée du Hezbollah. Donc, si vous voulez, on fait la guerre par procuration au Liban et sur le dos du Liban. Que ce soit la Syrie, Israël, l'Iran, l'Égypte, ils règlent tous leurs problèmes pour le moment sur le dos du Liban. Et le Liban, c'est pour le moment décomposé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est mort, pas du tout, mais ça veut dire que c'est très, 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 très compliqué. Et justement, en parlant de libanisation de la France, parce que c'est aussi une expression qui revient, c'est quoi le point de comparatif pour vous? C'est-à-dire que ceux qui emploient la libanisation de la France, je trouve pas que c'est le meilleur terme, c'est pas la libanisation. Alors, ce sont ceux qui ont peur qui appréhendent que la communauté, si vous voulez, l'islamisation, etc., fasse qu'il y ait deux pays en France, qu'il y ait effectivement deux pays, un pays islamisé et un pays laïque, puisque ce n'est pas la déchristianisation a eu lieu, ce n'est pas la christianisation qui va reprendre, mais le pays laïque face aux pays, face aux islamistes. Et alors, on compare, vous savez, on parle aussi du remplacement, etc., etc. Enfin, tout le monde voit ça, qu'il soit pour ou contre. Et ça joue énormément parce que on se dit, voilà, c'est la communautarisation de la France, c'est des îlots ennemis, c'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation, etc., etc. Il n'y a pas que l'islamisme, il y a tous les paramètres qui ont changé par rapport à une histoire de France qui date, elle, de 1500 ans, mais ne parlait que l'histoire récente. Vous avez vu, les communistes qui faisaient 35% font 1,5%, les socialistes, etc., etc. Ça s'est morcelé, ça s'est archipélisé, et donc, mais je ne crois pas, le concept de libanisation ne me paraît pas le plus judicieux pour parler de la situation de la France. Mais voilà, quand on veut parler des luttes entre communautés, évidemment, on pense au Liban. Éric Bercov, vous êtes quelqu'un de populaire, et par populaire, j'entends non seulement célèbre, mais aussi quelqu'un qui est en connexion avec le peuple, puisque sur Sud Radio, vous recevez parfois même des anonymes. Tout à fait. Et il y a souvent des gens qui vous appellent... Tout à fait. J'aime pas trop le terme, mais issus du peuple, même si le terme... Non, mais je vais vous dire, je vous interromps simplement, Armand, pour vous dire que moi, ce qui me touche le plus, depuis que je suis à Sud Radio, avant la notoriété, je l'avais, mais ce qui est tout à fait vraiment touchant et qui m'engage et qui m'aide, c'est que je vais, par exemple... je prends le métro, le black de la RATP qui prend le métro vient me voir et me dit et puis le grand bourgeois, et puis je vois des gens de tous horizons, de tout statut, bien on vous écoute, c'est bien, allez-y, etc. Ça vous touche, quoi. Ça, j'avais pas avant. J'avais avant des gens qui m'avaient vu à la télé, voilà, mais pas du tout de la même façon. Si vous voulez, et ce qui a joué beaucoup, il faut le dire, c'est les prises de position qu'on a eues sur le Covid, sur le climat, sur Russie-Ukraine, sur tout cela. Et donc, les gens se sont reconnus. Et juste un mot, ce qui m'a toujours frappé, j'ai eu ça, il dit, vous voyez, en vous écoutant, vous et vos invités, c'est pas moi seulement, bien sûr, loin de là, il dit, j'ai l'impression que j'étais pas tout seul. Avant, je croyais que j'étais tout seul à penser ça. Et quand je vous écoute, j'écoute vos invités, je vois que je suis pas seul. Et il me dit, vous m'avez sorti la tête hors de l'eau. Vous m'avez sauvé. Et ça, c'est touchant, quoi. Et c'est aussi ce qui amène une part de critique envers vous. Beaucoup disent que vous êtes un peu trop populiste, que vous soulevez parfois des thématiques complotistes ou autres. Comment est-ce que vous vivez cette critique? Qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques? Vous savez, cette critique, je réponds par la phrase que j'adore de Courteline, c'est passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet.
Donc moi, je veux dire, chacun peut penser ce qu'il veut, c'est son problème. Populiste, qu'est-ce que ça veut dire populiste? Je veux dire, on peut arguer. Mais oui, je ne veux pas défendre. Vous savez, c'est comme les gens, ils sont dans une discussion, c'est le truc classique, c'est le truc des trolls, mais ailleurs, ils vous traitent de fascistes. Et les gens vous disent pendant une demi-heure, ah non, non, moi je suis pas fasciste, je suis pas fasciste. Mais non, perdons pas notre temps à écouter ces cons. Je veux dire, s'ils ont envie de penser ça, ils ont pensé ça, ils ont envie de rester avec leurs œillères, leur passage clouté et leur poteau-signalisation, c'est leur problème, c'est pas le mien. Est-ce que justement le terme fasciste, c'est pas un terme qui est aujourd'hui totalement galvaudé? C'est-à-dire qu'on appelle au fascisme toutes les 2 secondes. Mais rien. Quelle discussion, c'est pour ça qu'il ne veut plus rien dire. Et vous savez, le problème, c'est l'ignorance crasse ou la malhonnêteté aussi crasse. Quand on parle de fascisme ou de nazisme ou tout ça, qu'on étudie vraiment, parce que lisez des livres, lisez des choses, étudiez le fascisme, étudiez ce qu'était Mussolini et tout ça, étudiez le capitalisme d'État, etc., etc. Étudiez un peu, sinon on ne dit pas n'importe quoi. Mais comme, vous savez, les gens n'ont pas envie de... Alors, ils prennent les béquilles. Comme on n'a pas envie de discuter, on dit « Ah, allez, facho, ça règle le problème. Antifa, ça règle le problème. » Ça, c'est pour moi vraiment l'arme des bœufs. Je veux dire, quand on est... je n'ai rien contre les vaches, d'ailleurs, c'est pas gentil pour les vaches, mais des vaches laitières, même pas laitières, on dit « Ah oui, c'est lui, donc je vais pas discuter avec lui, il est comme ça. » Enfin, la réalité, elle est complexe. La réalité n'est jamais blanc et noir, c'est pas binaire. Et cette pensée binaire qui nous occupe aujourd'hui, en tout cas dans un certain milieu, elle est tellement ridicule, mais bon, il faut réagir. Mais pas en réagissant en se défendant, en réagissant en disant, mais de quoi vous parlez? Est-ce que vous avez compris les termes que vous employez? Voilà, c'est tout. Et cette question, elle m'amène justement à un autre sujet, la liberté d'expression. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'en France, elle est menacée? Ben, elle a régressé. C'est très clair. Vous savez, la liberté d'expression, c'est la phrase de Voltaire, hein. Commence par dire, le type qui est pas d'accord avec moi, il a le droit de parler aussi. À condition que ce soit pas haineux, que ce soit pas, je veux dire, l'appel au meurtre, l'appel au racisme, etc., bien sûr. Et là, la loi est là pour condamner, donc on ne raconte pas d'histoire. Mais ce compter, par exemple, vous savez, ce matin, un truc, ça m'a frappé, et Dieu sait si je n'ai pas lu, et je ne lirai probablement pas, le livre de Jordan Bardella. Les syndicats de la SNCF ont dit, pas question dans les gares d'afficher Fayard, sur sa maison d'édition, voulait faire une grande campagne d'affichage, pas question. Et Clémentine Autain, et puis vous autres, disaient, ah, bravo, c'est très bien. Au nom de la liberté d'expression, il faut interdire. Oui, ils ne se rendent même pas compte de la connerie qu'ils font. On doit interdire, mais interdire quoi? Moi, ce serait la même chose. Si Jean-Luc Mélenchon était interdit d'affichage à la SNCF, je crierais au scandale. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dénoncez la liberté au nom de la soi-disant liberté, mais de quoi vous parlez? C'est pas possible. Et quand je dis ça, la régression, bien sûr, alors il n'y a pas que ça, il y a le woke, il y a la cancel culture, il y a l'écriture inclusive, il y a toutes ces choses-là. Ah, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. Regardez ce qui se passe dans les films, regardez ce qui se passe dans les séries télévisées. Si vous n'avez pas quelques trucs du politiquement correct, vous n'êtes pas bien. Regardez ce qui se passe sur certaines personnes. Si vraiment ils ont fait, s'ils sont des violeurs ou des salauds de prédateurs sexuels, qu'on les sanctionne et qu'on les sanctionne durement. Mais quand, par exemple, je vois qu'on dit « Ah oui, il a frôlé les seins de quelqu'un pendant 2 minutes et demie et qu'il doit être en prison », il faut quand même savoir mesure garder, quoi. Surtout par rapport aux vrais criminels, aux vrais violeurs, aux vrais tabasseurs, qui sont arrêtés, qu'on libère au bout de 5 minutes parce que c'est l'impunité et qu'on n'a pas, que le tel juge de liberté de la détention les a libérés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, là aussi, vous voyez, je ne supporte pas l'injustice et les 2 poids et 2 mesures et cette hypocrisie fondamentale qui consiste à dire, ah oui, celui-là, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, alors qu'il y en a d'autres qui passent absolument crème et qui n'ont aucun problème alors qu'ils ont fait 10 fois pire. Bon, il y a des dérives, mais il y a quand même des côtés positifs aussi au wokisme. Je pense, par exemple, à la libération de la parole des femmes. Oui, mais la libération de la parole des femmes a commencé bien avant le wokisme. Ouais, c'est ça qu'il faut dire. La libération des femmes, et sur laquelle je suis, mais plus que 120% partisan, n'a pas commencé avec le wokisme. Vous savez, revenons à l'histoire de France. Mais au XVIIIe siècle et tout ça, il y avait ce qu'on appelait l'amour courtois. Il n'y avait pas que... et puis, il y avait, regardez, toutes ces femmes qui tenaient salon et tout ça. Alors, vous allez me dire, c'est une minorité. Oui, mais moi, je crois que le vote des femmes, c'est le général de Gaulle, ça fait beaucoup plus que n'importe quoi. Le côté qu'une femme puisse avoir son compte en banque, ça, c'était grave. Qu'une femme, d'abord, c'est la liberté économique.
qui modèle, qui fait la liberté de chacun. Et évidemment que être pour. Mais la libération de la parole, non. Le woke, ça a été de dire, et comme le genre, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. C'est ça, la liberté, la libération de la parole. Bravo, toujours. Mais quand on dit, écoutez, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de biologie, il n'y a plus rien, et si tu as envie d'être un arbre, tu es un arbre, et si tu n'acceptes pas, si je n'accepte pas que tu sois un arbre, c'est que je suis fasciste et raciste, allez, à un moment donné, il faut savoir où on se met. Et donc, il y a eu, vous savez, c'est toujours pareil, il y a eu quelque chose qui a consisté à dire, il n'y a plus de collectivité, il n'y a plus rien, il y a moi, individu, et moi, individu, je peux faire ce que je veux, être ce que je veux. Et faire une espèce, mais très bien, mais je veux dire, ça s'arrête à quoi? Et c'est merveilleux parce que, par exemple, regardez avec les islamistes. On sait très bien ce que les islamistes pensent des LGBT et qu'ils ne tiendront pas 2 minutes dans un État islamique, même pas 2 secondes. Mais ils crient oui ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est opprimé, racisé, au nom de l'intersectionnalité. Attendez, commencez un tout petit peu à prendre le temps d'étudier ce que veulent leur dire ces notions, les étudier et prendre conscience. Et pas tout de suite insulter l'autre. Parce que c'est ça la forme du fascisme total. C'est d'éliminer l'autre. Il a cette étiquette, donc je l'invisibilise, il n'existe plus. Et ça, pour moi, c'est ça le début du totalitarisme, le plus abject d'ailleurs. Et justement, en parlant de liberté d'expression, est-ce que justement il n'y a pas ce paradoxe de la liberté d'expression? D'un côté, il y a une forme de libération de la parole, notamment pour les personnes, comme vous le disiez, LGBT, qui veulent se considérer hommes comme femmes et qui ont le droit aujourd'hui de le dire. Mais pourtant, à l'inverse, il y a une espèce de, vous me direz si je me trompe, mais une espèce de complexe français où d'autres questions semblent totalement inabordables. Je pense notamment à l'immigration, où on ne peut plus avoir un avis juste rationnel, sans aller à droite, sans aller à gauche, juste une analyse rationnelle. Oui, mais parce que ça a été marqué par ce gauchisme, ou appelons-le comme vous voulez, ce totalitarisme de l'étiquette. C'est-à-dire que ça a été très habile d'ailleurs, c'est la bataille culturelle, vous savez, Gramsci qui l'avait très bien défini. C'est-à-dire que moi j'ai une opinion. Mon problème pour gagner la guerre de l'opinion et pour gagner la guerre culturelle, c'est que je vais libeller de fascistes ou de nazis ou de tout ce que vous voulez, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, sans même regarder pourquoi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Trump. Trump, c'est Hitler. Intéressant, il a été 4 ans président. On a vu les ravages du nazisme de Trump. Enfin, je veux dire, à un moment donné, un tout petit peu toucher terre, hein, atterrir. Non. Et voilà. Et simplement, ce n'est pas une libération de la parole. C'est l'étiquette. C'est le totalitarisme de l'étiquette que j'appose à quiconque n'est pas d'accord avec moi. Et après, voilà, il y a plus de discussion, il n'y a plus de problème. Chacun est dans son igloo. Chacun est dans sa niche et il aboie envers les autres niches. Voyez. Justement, en parlant de Trump, comme Ouais. vous le disiez tout à l'heure, vous étiez le premier à l'avoir interviewé, le premier journaliste européen à avoir interviewé Donald Trump. Pourquoi avoir fait ce pari? Écoutez, moi, je vais vous dire pour une raison très simple, je suis toujours intéressé parce que je crois que ceux qui font avancer l'histoire, Armand, je pense que ce sont ceux qui sortent de leur zone de confort. Ceux et celles, hein, les femmes ou hommes, ou groupes, ou enfants, ou n'importe. Et Trump, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était le mania de l'immobilier, c'était le grand mania à New York, etc., c'était les Trump Tower et compagnie, et qui dit un jour, je vais faire en politique. Vous savez, il avait ses jets privés, il était multimilliardaire, il aurait pu continuer à gagner beaucoup d'argent en faisant des immeubles à travers le monde. Pas de problème. Non, il dit, je vais y aller. Et il s'est fait ratiboiser, tout ça. C'est quand même le politique qui a perdu la moitié de sa fortune. C'est intéressant. Mais il y est allé avec tout ce qui se passe et le voilà qui revient aujourd'hui. Enfin, on sait ce qui se passe. Et moi, je me suis dit, je veux voir ce type. Qu'est-ce que c'est que ce type? Ça m'intéressait. Et j'ai réussi par une amie commune à avoir un rendez-vous avec lui. Et c'était il y a 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans, au moment de sa première campagne présidentielle. Et je l'ai vu à New York, je l'ai vu pendant 1 heure. Et je suis allé ensuite à 1 ou 2 de ses meetings. Et je me rappelle, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et mes amis de New York et de Californie m'ont dit, mais tu rigoles, tu perds ton temps avec ce clown, Hillary Clinton va gagner. On a vu le résultat. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ça. Il était atypique. C'était pas le politicien de métier, de carrière, etc., qui dit, ça va pas, ce pays, ça va pas. Faut que je vais essayer de l'arranger, je vais essayer de faire. Et il a fait ce qu'il a fait, ce que je trouve tout à fait intéressant, voire fascinant, parce qu'il faut la résilience de ce type. Il faut tenir avec
D'ailleurs, il a failli être tué 2 fois, enfin, etc. Donc voilà, ça m'intéressait et effectivement, je l'ai vu, j'ai publié l'interview, j'ai fait un livre ensuite après sur lui. Et alors, on m'a dit, oui, Trumpiste. Je lui dis, mais attendez, c'est pas Trumpiste. Le problème, c'est est-ce que ce type a des choses à faire et à dire pour son pays, l'Amérique? Comme est-ce que Poutine a des choses à faire et à dire son pays, la Russie? Moi, et les gens, après, on peut être pour, on peut être contre. Il peut être d'ailleurs nocif pour mon pays, la France. Mais au moins, il défend son pays. Est-ce que le rôle d'un chef d'État ou d'un politique n'est pas de défendre son peuple et son pays d'abord? Après, voilà, et ça ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre. Ça veut dire qu'après, il faut dealer comme le fait Trump. Justement, Trump, il s'est présenté, il se présente toujours d'ailleurs comme le candidat anti-establishment. C'est quoi l'establishment? Et est-ce qu'in fine, il n'en fait pas réellement partie, sachant qu'il est quand même soutenu par Elon Musk et d'autres puissants de ce monde? Oui, non, mais justement, l'état profond, c'est les contradictions du capitalisme et de l'état profond. C'est quoi l'état profond? L'état profond, c'est celui qui mène, si vous voulez, c'est l'état profond, quoi, les puissances pharmaceutiques, les marchands d'armes, etc., etc. Ceux qui ont les fonds de pension, etc., qui ont des milliards, eux, ce qu'ils veulent, c'est garder le contrôle. Mais vous avez, et c'est ça qui est formidable, et surtout aux États-Unis, en France, c'est moins fréquent, des gens qui disent oui, mais ça va pas, ce contrôle-là, il est pas pour les gens. Et ils s'intéressent vraiment, c'est pas de la démagogie, c'est pas un argument électoral. Et ça les intéresse. Regardez Elon Musk. Elon Musk, 52 ans, 53 ans, 300 milliards de dollars, il a fait SpaceX, il a fait Tesla, etc., etc., Neuralink et autres. Et puis il dit, ben moi ça va pas parce que je sens que si on n'y va pas maintenant, si Trump gagne pas, l'Amérique sera un pays de parti unique, comme la Chine ou la Corée du Nord. A-t-on raison? Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Et il y va et il s'implique. Pourquoi il achète Twitter? C'est pas pour le fric. Il a mis 44 milliards de dollars pour acheter Twitter X. Mais il l'a fait parce qu'il pense que la liberté d'expression, c'est fondamental. Pour lui, le premier amendement de la Constitution américaine. Donc, vous savez, ce sont ces gens-là, et puis d'autres aussi. Regardez Orban, en Hongrie, il aurait pu suivre Soros et être le bon élève de Soros. Non, il veut la souveraineté. En Russie, Helsinki était prêt à vendre la Russie par appartement. Et vous le savez, moi, Poutine dit, attendez, non, moi je crois que, voilà, il y a un pays qui s'appelle la Russie, vous voulez rentrer partout, vous voulez mettre l'OTAN partout, bon, je suis pas d'accord et il faut réfléchir à ça. Donc, si vous voulez, en politique, il faut savoir ce qu'on veut. En Europe, d'ailleurs, on aimerait avoir un peu plus de gens, de dirigeants, qui pensent à leur pays et pas à leur prochaine réélection, qui pensent aux futures générations et pas au vote dans 3 semaines. Et voilà pourquoi les Trump, Orban, Poutine, Javier Milei et autres m'intéressent. Je dis pas que ils ont raison ou tort, mais au moins on sait très bien où ils sont et ce qu'ils défendent. Voilà. En France, on a souvent tendance à copier, à tort ou à raison, ce qui se fait aux États-Unis avec le temps. Aujourd'hui, ils paraissent en tout cas comme un pays extrêmement divisé. Je pense à cette scène du Capitole qui est envahi suite à la défaite de Donald Trump. En cas de seconde défaite dans les prochaines élections américaines qui arrivent, est-ce que vous pensez que l'Amérique sera potentiellement réconciliable ou il y a une scission qui se fera à tout jamais? Alors, bonne question. Ça va être très difficile, à mon avis, d'une manière ou d'une autre. Et que Trump gagne ou perde, ça va être très chaud. Parce que, vous avez vu, ils l'ont diabolisé en Hitler, là. C'est le dernier truc des démocrates. C'est Hitler, c'est Mussolini, suivi d'ailleurs par le petit suiviste français qui à crever de rire. Hier, j'écoutais je ne sais plus qui à la télévision qui disait, mais vous savez, Trump, vous avez vu, il débarque dans ses meetings avec son avion. Mais Hitler faisait la même chose. C'est-à-dire que si Hitler aime le steak tartare et moi aussi, je suis hitlérien. Non, mais à un moment donné, et ce sont des universitaires qui disent ça. Regardez le degré de débilité ou de démagogie de leur... Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Si Trump gagne, je pense qu'une partie des démocrates vont essayer de dire oui, il faut résister, tout ça, émeute et compagnie, au nom du fascisme, on est dans la lutte antifasciste. Et si Trump perd, Kamala Harris, tout le monde sait que c'est la marionnette de Obama et éventuellement de Clinton, et voilà, on sait ce que ça va donner aussi. Donc, effectivement, je ne sais pas s'il y va de la guerre civile ou de la division, mais je crois que l'Amérique, là, elle est très clivée, elle est plus clivée qu'elle ne l'a jamais été. J'espère que ça va pas tourner en drame, mais il va y avoir beaucoup de jours violents en perspective, je crois.
Et justement, la comparaison avec la France, maintenant que, vous le disiez tout à l'heure, le Parti socialiste est mort, enfin, est morcelé, je dirais. Il n'est pas encore mort, mais il est morcelé. Idem pour le parti traditionnel de droite, donc les Républicains. Aujourd'hui, il y a quand même 3 gros blocs qui se dégagent, un parti centriste, la NUPES avec LFI et compagnie, et de l'autre côté, le RN avec l'UDR. Voilà. Attention, plus la NUPES, le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire, tout à fait, le NFP. Est-ce qu'on ne suit pas ce même schéma in fine, avec une véritable division de la société française aussi? Je dirais même pas centriste en réalité, je dirais plutôt droite-gauche, parce que le centre en soi aujourd'hui... je ne sais même pas si c'est droite-gauche. Je crois qu'il va y avoir, pour moi, identitaire contre communautaire. Ça va être plus ça. Je dis pas le identitaire que le parti identitaire. Hein. Je veux dire des gens qui disent « Ah, mais où est la France? On ne sait plus où est la France, on ne sait plus où on habite, etc. » Et d'autres qui disent « Oui, mais c'est fini, la France telle que vous l'avez connue est terminée. » Mais non, c'est la France métissée, plurielle, etc., etc. Oui, il peut y avoir aussi, incontestablement, ce clivage existe déjà. Rappelez-vous que si quelqu'un osait parler de remplacement, c'était vraiment à la droite d'Adolf Hitler. Maintenant, beaucoup parlent du remplacement. À tort ou à raison, encore une fois. Et même à gauche. Hein, et même à gauche. On appelle ça la créolisation. Mais absolument, voilà, la créolisation, etc. Donc, voilà, est-ce que risque de se produire des chocs ou un vrai clivage et un vrai affrontement entre la France créolisée et la France qui se veut liée à ses valeurs traditionnelles ou autres, c'est pas du tout impossible. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une caricature qui n'est plus possible aujourd'hui, ou du moins un schéma qui n'est plus représentatif? Je vais prendre l'exemple de mon frère qui avait fait la marche des beurs à l'époque, etc. Donc très dans cette mouvance. Aujourd'hui, on peut le dire, il vote plutôt à droite. Alors que c'était normalement, c'est normalement l'archétype de l'électeur de gauche. SOS racisme. Exactement. Normalement, c'est l'archétype même de l'électeur de gauche, maghrébin, etc., qui finalement vote à droite aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces stéréotypes, ces archétypes même, sont encore valables ou ça ne veut plus rien dire? C'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout à l'affrontement gauche-droite. Je ne crois pas du tout. Et c'est pour ça que, par exemple, j'étais pas du tout d'accord avec le slogan de Zemmour sur l'union des droites. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment les souverainistes, les patriotes, quels qu'ils soient, et de quelque bord qu'ils soient, gauche ou droite, et de quelque ethnie qu'ils soient, parce qu'il y a des musulmans qui sont... C'est pas contre les mondialistes. C'est-à-dire ceux qui disent... Écoutez, ça suffit, vos histoires, c'est fini, le monde est un, faut arrêter avec les frontières, bon, tout ça, etc. Et d'autres qui disent, attendez, non, on est ouvert, on peut être citoyen du monde, on peut aller partout, mais il y a une identité. Cette identité repose sur énormément de dimensions, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit civilisationnelle, qu'elle soit de valeur, qu'elle soit laïque, etc. Mais voilà, je crois que le clivage, en tout cas, on l'a dit, c'est pas le premier à le dire, on l'a dit depuis assez longtemps, je crois que ce n'est plus... ce n'est plus droite et gauche, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais pour moi, les gens qui sont anywhere ou nowhere, les gens de anywhere, ils disent, moi, je suis bien, je suis citoyen du monde, je suis n'importe où, quoi vous me parlez. Les autres qui disent, attendez, non, moi, je suis de quelque part. Ça ne veut pas dire que je suis enfermé, ça ne veut pas dire que c'est une identité fermée, mais je préfère les identités qui existent aux identités meurtrières ou à la mondialisation qui écrase tout sur son passage. Et est-ce qu'on n'en revient pas à cette fameuse théorie des capitaux de votre ami Jacques Attali, qui au final, qui disait entre les nomades riches et les nomades pauvres, cette fameuse théorie d'un futur un peu apocalyptique, où effectivement les déracinés sont surtout les plus riches. Oui, enfin non, parce que les plus riches considèrent que le monde leur appartient et que effectivement, comme ils ont la possibilité de partir n'importe où, de s'installer n'importe où, paradis fiscal ou pas paradis fiscal, bien aidé par un certain nombre de gens qui savent, voilà, c'est évident. Les pauvres, eux, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont fixés sur leur terre. Eux, ils sont, je dirais, identitaires par défaut, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils laissent faire. Et au milieu, et c'est là le problème, et c'est là où ça va jouer, que va faire la classe moyenne? Qu'elle soit petite ou grande, parce qu'actuellement, elle est en train d'être bien attaquée sur tous les fronts et sur tous les plans. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là, à mon avis, où l'avenir assez proche va se jouer. Et j'y arrive justement, vous êtes l'un des rares, ou l'un des premiers d'ailleurs, à avoir reçu énormément de paroles de Gilets jaunes. En tout cas, d'avoir mis en avant la parole des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez l'impression, maintenant que cet événement est derrière nous, et peut-être même devant nous, ça c'est à voir dans les prochains jours, est-ce que vous avez l'impression qu'in fine, quelque chose a bougé pour eux? Écoutez, on peut pas dire que quelque chose a vraiment bougé pour eux. On les a éborgnés d'un côté, certains, on leur a donné de l'argent de l'autre, mais ça n'a rien changé. Non, le problème aujourd'hui, si vous voulez, alors, c'est autre chose. Il y a
il y a beaucoup de choses à faire. On va pas faire une république égalitaire. On a vu les utopies, ce que ça donne. Les utopies d'hier ou d'aujourd'hui font les camps de concentration de demain. Mais en revanche, c'est clair que, par exemple, un truc que presque tout le monde est d'accord, ou alors c'est que le gouvernement doit être moins obèse. Les dépenses gouvernementales, regardez où on en est de la dette, pour ne parler que de la France, etc. Et l'Amérique, c'est la même chose, c'est plus possible. Donc, il y a deux choses qui aujourd'hui ont disparu. C'est le référendum. Après tout, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ça fait doucement rigoler aujourd'hui. Bon. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle élite. Parce que l'élite, on a besoin de gens qui dirigent. C'est pas en faisant Al-Qaïda et tout le monde va diriger tout le monde. C'est pas le bordel. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui ne va plus du tout, par exemple en France. C'est cet État, encore une fois, mammouth. Vous savez, c'était Claude Allègre qui parlait de dégraisser le mammouth. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas dégraisser le mammouth. Il faut lui faire un sacré régime de jeunes intermittents et peut-être pas intermittents. Liposuction. Voilà, liposuction, très bien. Justement, les taxes. Ça, vous avez beaucoup d'auditeurs qui se plaignent des taxes en France. Bien sûr. Mais in fine, est-ce qu'on n'est pas quand même fier en France d'avoir ce modèle social où on ne laisse pas sur le carreau celui qui n'y arrive pas? Non, mais c'est clair. Mais je vais vous dire, être fier, oui, à condition qu'il marche. Vous avez vu les hôpitaux? Oui, ça marchait très bien il y a 25-30 ans. Mais vous avez vu les hôpitaux, vous avez vu l'école, vous avez tout ça. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'administration s'emparer de tout cela, l'administration, je sais pas, et mettre autant de fonctionnaires que de médecins, autant de fonctionnaires que dans tous les domaines, du cas d'agriculteurs, enfin, où j'exagère, mais à peine. Regardez ce qui se passe avec les agriculteurs. Je veux dire, et puis on fait le libre-échange, très bien. Évidemment que le sous-vide fabriqué en Ukraine coûtera beaucoup moins cher qu'en France. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est le problème. Est-ce qu'on fait pas un certain protectionnisme? On ne se défend pas, comme fait l'Amérique, comme fait d'autres. Voilà. Alors on essaie de faire l'Europe, on a bâti l'Europe, mais chacun y trouvait son intérêt. Et regardez aujourd'hui où en est l'Union européenne. On impose telle ou telle chose. Où Madame Ursula von der Leyen, la seule première ministre, c'est la patronne. Et presque, et qui distribue les prébendes, qui distribue les subventions, qui distribue les choses, et carter les bonbons plaisir. Donc il y a un problème qui est là, taxe oui, mais où ça va? Je savais un audit, on est les copropriétaires de la Maison France. OK? On a choisi nos syndics, on a élu nos syndics. Très bien. Mais quand vous êtes copropriétaire, une fois par an, vous avez une assemblée générale qui dit voilà, on a dépensé quoi? Bon, on peut pas faire l'audit aujourd'hui avec Internet, avec tout ça, on a toute la technologie pour le faire. Qui nous dit où va l'argent? C'est tout. On n'a pas. C'est pas pour en discuter, c'est pas pour la contester, c'est au moins pour savoir. Eh ben, quand vous voyez ce que vous apprenez pour les associations, quand vous voyez qu'on avait jusqu'à il y a quelques années une aide au développement de 140 millions à la Chine, quand vous voyez ce qu'on donne à l'Algérie et je ne parle pas de l'Ukraine, faut savoir. Moi, je veux bien, mais on consulte personne, hein, on fait. Allez, de temps en temps, ce serait pas mal qu'on nous dise. C'est quoi le problème de l'élite aujourd'hui en France? C'est la technocratie, c'est l'incompétence ou le manque de vision? Je crois que c'est une élite, oui, je crois, enfin, les trois, en général, j'allais vous dire. Je crois qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'elle est fatiguée, et c'est que, quand je dis elle est fatiguée, elle sort du même moule, des mêmes endroits, c'est les Ménines de Velasquez, vous voyez? Faut attention à la consanguinité, hein. C'est une véritable consanguinité. Et la consanguinité, on sait ce que ça donne génétiquement, et ben, c'est la même chose politiquement. On peut pas avoir des gens qui sont là, un conseil constitutionnel uniquement formé, ou presque, d'anciens présidents de la République, qu'est-ce que ça veut dire? Où sont les gens, en dehors des intérêts, vraiment sobres, et indépendants, incorruptibles, etc. Ouais, je veux dire, on a oublié ça parce que Robespierre, on l'appelait l'incorruptible, donc tous les incorruptibles sont Robespierre. Non. Il y a quelque chose qui s'appelle le bien commun, qui s'appelle l'intérêt commun. Et ben, si personne ne pense que ça existe, évidemment, ça demeurera comme ça, et en pire, et allant vers le pire. Malheureusement, on va devoir bientôt finir cette interview, mais j'aimerais qu'on se fasse un petit plaisir sur la fin. Je pense qu'on va partager le même constat, donc je serai absolument pas neutre sur cette dernière question. Hidalgo. Là. Hidalgo et Paris. Où est Paris? Bonne question. Enfin, je veux dire, Hidalgo, c'est, je ne sais pas, mais c'est pour moi, ouais, c'est ce qu'a fait Hidalgo, et peut-être son prédécesseur, mais je vais bien, enfin bon. Mais à Paris, ça s'apparente à, comment vous dirais-je, un saccage,
à quelque chose de terrifiant qui consiste à dire que cette ville extraordinaire, la plus belle ville du monde, sinon la plus belle, est devenue une espèce d'abord de foire à la saleté, de foire aux embouteillages, au nom de la pollution, au nom de la dépollution. C'est devenu beaucoup plus pollué qu'avant. Et je trouve là, c'est l'exemple absolu d'un gouvernement, voilà, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, à l'hôtel de ville. Il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas content, eh ben, écoutez, tant pis pour vous. Et donc, il y a autre chose que je voudrais dire aussi, Armand, pour terminer. Il faut faire très attention à la résignation et à la passivité. Aux gens qui disent, oui, on peut rien faire, oui, je comprends, vous avez raison, j'entends ça souvent. Oui, monsieur Berkoff, mais on peut rien faire. Je dis, c'est pas vrai. On peut toujours faire. À son niveau. Il ne s'agit pas de faire la révolution, mais à son niveau, on peut toujours faire. Il y a un rapport de force, et ce rapport de force peut être fait. La preuve, c'est que dans plusieurs pays, eh bien, ça a joué, et ça joue, et on peut avoir des gens qui vont ne pas être d'accord. Et je trouve que vraiment, de ce point de vue-là, il y a des manifestations pour énormément de choses. Je vois pas pourquoi les Parisiens, et s'ils acceptent, eh bien, tant pis pour eux. Accepter de voir Paris être devenue ce qu'elle est devenue, pour moi, c'est une plus grande tristesse et je dirais de la colère. Franchement, de la colère. Moi, Paris, ça m'a fait, j'adore Paris. Mais quand je vois comment ces espèces d'embouteillage à la con, quand je vois la rue de Rivoli, quand je vois tout ça, enfin, c'est à la rue de Rivoli avec une voie pour les voitures et 3 voies pour les bicyclettes. Bicyclettes d'ailleurs, j'ai rien contre les bicyclettes, qui prennent des sens interdits, qui passent au rouge. Moi, j'ai vu une bicyclette taper une femme, enfin, une vieille femme qui passait sur le trottoir. Ça va, quoi. Il passe sur le trottoir. C'est pas, alors il dit, ouais, mais tu exagères. Je dis, j'exagère. C'est quoi la pollution? Ça commence la pollution des esprits, la pollution des cœurs, la pollution des âmes, et c'est ce qui se passe à Paris, notamment grâce à Madame Hidalgo. J'irais peut-être même plus loin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, j'y vois même une forme de racisme social. Racisme social envers la banlieue. C'est-à-dire, prenez le métro, venez travailler à Paris, mais rentrez très vite chez vous, ne restez pas. C'est vrai. Et d'ailleurs, si vous avez une voiture thermique, voilà, vous aurez le droit 4 fois par an. En plus, c'est les pauvres. Donc, voilà, bien sûr. Salaud de pauvres. Justement, pour rester là-dessus, pour finir, cette résignation, est-ce que c'est pas dangereux? Parce que c'est vrai que le français, en général, se tait et travaille. Ça, c'est très caractéristique français, mais sauf que quand il s'énerve. Et souvent, ça donne quelque chose de moins joyeux. Évidemment, l'histoire de France est faite de là. Ben écoutez, c'est pas dangereux. C'est-à-dire que il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et effectivement, parce que il y a aussi, c'est-à-dire, il s'énerve, il travaille. Et puis à un moment donné, effectivement, il passe quelque chose, c'est partir au week-end. On voit très bien, les trains sont bondés dès qu'il y a, bon, les gens s'en vont et s'évadent. Moi, je crois, si vous voulez, et je ne le souhaite pas, je crois que ça va durer tant que le frigo sera plein. Le jour où ce frigo sera à moitié vide, et malheureusement, et je ne souhaite pas, ça peut nous pendre au nez, là, peut-être que ça va changer les choses. Sinon, ça va se passer de l'extérieur. Je crois que ce qui changera en France, c'est l'extérieur et pas de l'intérieur, pour le moment. Merci, André Berkoff. J'aimerais quand même vous laisser le mot de la conclusion. Ben écoutez, soyons vivons, et je dirais une chose, n'oubliez jamais que c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Merci encore.